Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Fondation. Je suis Maxime Claval, le fondateur d'Enercool. On développe des peintures thermiques et écologiques qui améliorent le confort d'été et d'hiver. En développant l'entreprise, j'ai eu l'occasion de discuter avec des centaines de professionnels de l'immobilier. Et j'ai découvert un univers incroyable avec des métiers souvent inconnus et des parcours parfois très atypiques. C'est pour ça qu'avec l'équipe d'Enercool, on a décidé de créer ce podcast. Des acteurs engagés autour de l'immobilier nous expliquent leur parcours, leur vision, leurs victoires, leurs échecs et surtout les leçons qui en découlent. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter ces échanges que j'en ai eu à m'entretenir avec eux. Salut Olivier, ça va ? Salut Maxime, bien et toi? Ça va, la forme. Bon, merci d'accepter mon invitation à participer. On a eu plusieurs reports de l'enregistrement pour des causes d'enfants, pour des causes de business aussi de mon côté. On avait une réponse à un appel d'offres assez important à faire. Mais ça y est, on y arrive. Enfin. Enfin, tu es à Copenhague, si je dis pas de Ouais, c'est bêtises. ça, ouais. Exactement. Très bien. Le Danemark en plein centre de l'actualité actuellement. Ouais, c'est pas faux enfin plutôt le Groenland d'ailleurs, mais bien sûr Ouais, fait ouais. partie du Danemark, mais ouais et puis il fait bien froid là aussi ici, donc j'avais un peu de retard pour l'enregistrement, je faisais du vélo, j'étais en retard, donc il fait bien froid, mais ici on adore le vélo, donc voilà, tout se joint. Trop bien. Je démarre par une hypothèse, enfin une parenthèse, pardon, euh, c'est quoi les échos un peu, tu vois, Groenland, Danemark, là, quand tu discutais avec des collègues ou un peu avec des gens et ainsi de suite, c'est quoi les sujets euh, c'est- Ouais, bah, c'est assez consistant de toute façon avec la vue européenne, actuellement. On sait pas trop à quoi on a affaire, il y a beaucoup de nous, on a quand même été éduqués dans un monde, j'ai envie de dire relativement stable, parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient quand même, mais relativement stable dans le sens où il y a certaines, ces institutions qui nous paraissent inviolables et puis on se rend compte maintenant de nos jours qu'en fait, c'est peut-être pas si inviolable que ça. Des choses qui nous paraissaient impensables qui au final le sont peut-être, des interventions militaires et cetera. Donc beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir, voilà, faut juste pas perdre, le moral, j'ai envie de dire, mais Ouais. mais disons pas des échos fondamentalement différents ou orthogonaux de ce qu'on entend d'autres pays européens et du côté français aussi, hein. Yes, OK, ça marche. On va parler avec toi. Toi, tu es le fondateur d'Electricity Maps, si je dis pas de bêtises, hein, je sais pas C'est bien moi. si la boîte s'appelle comme ça ou moi j'ai en vue la carte en elle-même, les gens pourront aller voir, d'eux-mêmes. Donc on va parler de tout ça, d'entrepreneuriat, de climat, d'énergie pour bien comprendre, ce que vous faites. Est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter? Qui es-tu, Olivier? Alors moi, je suis Olivier Corradi, donc je suis, on va peut-être commencer par le parti où je suis franco-danois, donc c'est pour ça que j'habite à Copenhague, j'ai de la famille ici, mais je suis né en France, j'ai passé beaucoup d'années en France jusqu'au lycée où j'ai aussi fait un lycée, international où du coup j'avais le côté danois et le côté danois, devient intéressant parce qu'en fait, je suis parti faire mes études au Danemark où j'ai pas mal baigné dans toutes les problématiques d'énergie. Danemark, il y a maintenant très longtemps, était, un des premiers pays à se lancer tellement dans l'éolien qui fait que le Mmh. système électrique, il est assez unique et le système français est complètement à l'opposé avec un nucléaire, très fort historiquement et cetera. Ça, c'est assez intéressant. Donc j'ai fait mes études au Danemark en mathématiques. J'ai été à l'école centrale Paris, donc maintenant Centrale Supélec, ensuite et j'ai terminé par un master, en mathématiques appliquées et statistiques. Des fois, j'appelle ça, machine learning, intelligence artificielle, parce qu'au final, c'est un peu tout la même chose. Tu comptes, Mmh. des occurrences au final et puis après tu essaies de faire des algos intelligents basés là-dessus. J'étais dans un labo de recherche, à IBM à Zurich où je faisais de la simulation à grande échelle de réseaux électriques pour, un peu étudier comment ces réseaux se comportent avec une très, très forte de un taux très fort, pardon, de pénétration d'énergie renouvelable. J'étais ensuite chez Google où j'ai travaillé sur Google Maps, sur les systèmes anti-spam, travaillé un tout petit peu sur les sujets énergie là-bas aussi et ensuite j'ai rejoint une start-up française, qui s'appelait Snips à l'époque. Donc ça, c'était 2014, si je ne m'abuse. J'ai passé 2 ans là-bas. L'idée, c'était vraiment donc j'étais le premier employé et l'idée, c'était de créer des intelligences artificielles qui soient vraiment utiles au quotidien. Donc on a construit quelque chose qui ressemblait à Google Assistant ou à Siri sur les téléphones portables. Je passe Rappelle-moi vite dessus. Snips. Snips, ça me parle vite fait, mais je me
C'était Alors quoi? Snip, alors c'est monté par, quelques fondateurs dont, quelqu'un qui était assez connu qui s'appelle Rand, Indy qui travaillait dans ce domaine-là. L'idée, c'était de faire disparaître, la technologie en faisant des algorithmes et une intelligence artificielle qui puissent vraiment t'aider au quotidien. On avait créé, des algorithmes assez intéressants et des prototypes assez intéressants. Donc par exemple, ce qu'on avait fait sur les téléphones portables, c'est qu'on faisait en sorte de processer absolument tout ce que tu faisais dans ta vie, quotidienne, les endroits où tu vas, on regardait tes emails, les conversations que tu faisais. Alors tout ça était en respect de la vie privée dans le sens où toutes les données restaient sur le téléphone, on n'uploadait jamais rien sur le cloud. Par contre, derrière, ce qu'on arrivait à faire, c'est faire en sorte que, tu débarques dans une nouvelle ville, tu as un rendez-vous à l'autre bout de la ville et ben, on va te dire: «Bah, voici les 3 apps qu'il faut que tu utilises. Si jamais tu veux, louer un vélo, voici combien de temps ça va te prendre, combien de temps ça va te coûter. Si tu veux un taxi, voici comment tu fais. Si tu veux y aller à pied, voici comment tu vas faire» et tout ça complètement automatiquement parce qu'on a compris que, tu avais un rendez-vous avec, Maxime parce que dans les emails, c'était, présent, et donc on avait automatisé tout un tas de choses à partir de OK. là. Et travailler sur les algos assez intéressant à un moment donné, enfin ça c'était une partie anecdotique que j'aime bien mentionner parce qu'on avait réussi à détecter quand tu es dans le métro en souterrain, à quelle station tu es grâce à il y a un baromètre en fait dans les téléphones modernes, il y OK. avait un baromètre et tu pouvais voir, il y avait un changement de pression quand tu passais d'une station de métro à une autre. Donc tu pouvais compter comme ça, en fait même sans localisation GPS, il y avait pas d'ailleurs de 3G ou de 4G à Paris dans les métros à l'époque. Et donc tu pouvais juste compter en fait les différentiels de pression et puis savoir à quelle station tu étais arrivé et Incroyable. du coup on pouvait dire aux gens, «C'est bon, tu es arrivé à ta destination, rate pas ta sortie» ou ce genre de choses. C'est Donc fou voilà, ça. donc j'ai OK. passé, 2 ans, chez Snips à scaler toute l'équipe technique. On était, 30-35 quand je suis parti. Et après ce moment-là, je me suis dit que je voulais vraiment retourner dans le monde, plus de l'énergie. J'ai creusé tout ce que je pouvais sur le climat. Le climat, c'est toujours un sujet que j'avais un peu en tête, mais j'avais vraiment jamais vraiment creusé le sujet. Donc en 2016, je me suis mis à lire tout ce que je pouvais, les rapports du GIEC, tout ce que tu veux. Je pense qu'on est tous un peu passés à un moment donné par la case, Jean-Marc Jancovici, regarder ses coûts aux Mmh. mines et cetera. Donc j'ai fait un peu tout ça et je suis tombé sur une problématique que je connaissais un petit peu, qui était quand même l'intégration des systèmes éoliens, dans le réseau électrique. Et je suis tombé sur quelques articles au Danemark qui m'ont interpellé parce qu'ils disaient: «Voilà, le Danemark, a réussi à tourner, 100 sur du renouvelable, hier». Et je me disais: «Mais, OK, ça c'était peut-être hier, mais c'était quand hier? À quel moment? Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'on est à 90 ou est-ce qu'on est à 10 parce qu'il y a plus de vent?» Enfin bon, bref. Et j'ai commencé à faire cette visualisation de données, qui était l'Electricity Maps embryonnaire, qui montrait sur une carte, en fait, à quel point est-ce que l'électricité était, renouvelable ou, décarbonée. Et donc c'est un projet que j'ai commencé, qui a ensuite, grandi parce qu'il était open source et du coup, j'ai eu plein de contributeurs qui ont commencé à m'aider à cartographier, enfin à récupérer les sources de données sur d'autres pays. Au début, j'avais que certains pays, je crois que j'avais la France, l'Allemagne et le Danemark, quelque chose comme ça, pas plus. OK. Et donc petit à petit, Electricity Maps a grossi en tant que projet et ensuite j'ai décidé d'incuber, ce projet au sein d'une structure que j'ai appelée, Tomorrow. Et l'idée, OK. l'ambition avec Tomorrow, c'était de faire une sorte de Google, du changement climatique, donc de dire, est-ce qu'on peut organiser l'information climatique du monde entier pour faire en sorte que toute entreprise ou tout individu qui a envie de comprendre quelle est l'empreinte carbone de X, de n'importe quelle action qui est faite, puisse en fait le comprendre de manière très intuitive. Et Electricity Map, c'est une initiative qui se focalisait sur l'électricité. On a monté d'autres projets à côté, dont un qui était une app qui calculait ton empreinte carbone perso, pas que sur l'électricité. Donc, on réutilisait en fait un peu l'idée de que j'avais développée chez Snips, qui était de dire: «Est-ce qu'on peut regarder tes emails pour comprendre, bah, par exemple, l'étagère IKEA que tu viens d'acheter, tu as bien reçu, une facture dans tes emails?» Bon, bah, automatiquement, on va pouvoir, calculer l'empreinte carbone de ça et donc on avait comme ça une vue assez, holistique de ton empreinte carbone en temps réel qui se mettait à jour dans une app. Donc ça, c'était un autre projet qu'on avait appelé, l'app Tomorrow. Et ensuite, il y avait un troisième projet qui était une déclinaison, façon entreprise de cette technologie. Et donc c'était de la comptabilité carbone complètement automatisée et temps réel pour les entreprises qui s'appelait Bloom. Et pour la faire très courte, quelques années plus tard, ces 2 projets ont été fermés parce qu'Electricity Map, c'était vraiment le seul projet qui avait, disons une capacité à générer, suffisamment de revenus pour, faire grossir une équipe autour de ce projet. Et donc le projet Tomorrow et le projet Electricity Maps, en fait, se sont regroupés et on a renommé l'entreprise Electricity Maps. Et donc je OK. crois qu'on s'appelle Electricity Maps depuis 2022, si je me souviens bien, je suis plus complètement sûr d'ailleurs.
Donc voilà, et ça fait à peu Trop près bien. 10 ans, bientôt, ça fait 10 ans qu'Electricity Maps, existe. Je crois qu'on fête les 10 ans là en mai, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu la version, Courte, semi-courte. non, mais on va revenir, là-dessus sur un peu ces étapes. La 1re moi qui m'intrigue toujours, c'est, pourquoi l'énergie, tu vois? Est-ce que tu as un souvenir de, je sais pas, du lycée ou quand tu rentres en école, ce genre de choses, de qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé au monde de l'énergie, heu, à ce point-là, quoi? Tu des parents là-dedans, tu as eu un déclic à un moment donné, c'est quoi qui t'a amené à ça? Ouais, alors pas j'ai pas du tout des parents là-dedans, mais moi ce qui m'a toujours fasciné, alors depuis que j'ai réussi à avoir accès à un ordinateur quand j'avais, 10-12 ans, ce que j'ai toujours aimé, c'est ce côté temps réel. En fait, de voir des choses qui bougent en temps réel, pour faire très simple. OK. Et l'électricité est intéressante parce que, tu peux pas la stocker et donc tu es obligé de l'utiliser instantanément, et d'ailleurs elle varie, d'un instant à un autre, et le moment où on a décidé d'avoir des systèmes comme l'éolien ou le solaire qui dépendent de la météo, bah, en fait toute la variabilité de la météo en temps réel, d'un seul coup arrive sur le système électrique. Donc moi, il y avait un côté en fait qui est, cette donnée spatio-temporelle, en plus distribuée géographiquement, parce que ce qui se passe en France, c'est pas du tout la même chose que ce qui se passe en Allemagne, par exemple, au même temps donné. Je trouve ça fascinant d'un point de vue de visualisation de données. Donc ce domaine-là m'a toujours, intéressé, la visualisation de données, temps réel m'a toujours, fasciné. Et après tu as un côté un peu plus systémique, qui s'est rejoint, c'est que quand j'ai creusé le problème du changement climatique, d'ailleurs j'avais écrit tout un article, un guide sur le changement climatique qui existe encore sur mon site web perso quand j'ai fait cette découverte. Les 2 tiers des émissions de gaz à effet de serre, c'est du CO2 qui viennent majoritairement du système, énergétique, pas électrique, mais énergétique. Et sur ce système énergétique, la solution qu'on a, c'est de le décarboner en l'électrifiant, et donc en l'électrifiant, il faut se rappeler qu'il faut que la source d'électricité utilisée pour cette électrification, elle soit décarbonée. Donc on se retrouve quand même dans une situation où le plus gros levier pour régler le changement climatique, c'est l'électrification de l'énergie. Et après, il y a un courant de pensée qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup interpellé. C'est de dire qu'au final, l'énergie, c'est une quantification de la transformation qui s'applique dans le monde. Donc à chaque fois qu'on veut, changer ajouter de la valeur dans le monde, qu'on veuille bouger quelque chose, le chauffer, le refroidir, le changer de forme et cetera, il y a de l'énergie qui est invoquée Mmh. dans le processus. Et donc en fait, quand on dit, bah, il y a 80 de la valeur créée dans le monde qui vient de l'énergie et il faut absolument changer ça, on est en train de dire qu'il faut réinventer la manière dont on ajoute de la valeur dans le monde. Donc c'est un sujet fascinant qui est énorme et qui va nous garder occupés pendant très longtemps au final. Donc il y a ce côté, appétence personnelle pour les données, spatio-temporelles qui se mettent à jour en temps réel, et un côté impact absolument vertigineux parce que c'est le plus gros levier pour changer la trajectoire du changement climatique. Ouais, et puis, ouais, et puis il y a effectivement ce sujet où plus tu creuses et plus tu en découvres et plus tu as envie d'aller loin, quoi. Effectivement, il y a ce truc un peu vertigineux là-dessus aussi, là-dessus. Si je reprends juste tes études et ton parcours, on peut dire que tu as un profil de mathématicien ou de développeur, là-dessus. Oui. Tu 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 en tu devs encore aujourd'hui ou quasiment plus? Ouais, pas mal parce que j'aime ça, mais après je fais attention parce que, disons que, quand tu as un fondateur qui continue à travailler sur le code source, en général les équipes produits aiment pas trop ça, et puis elles ont raison. Donc je dev, très, 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 très peu sur, le projet Electricity Maps en lui-même, parce qu'au final maintenant il y a des gens qui connaissent mieux le code que moi, en interne. Par contre, je fais pas mal de projets à côté, où je reste, à jour parce que OK, j'ai toujours aimé créer, et ça, c'est quelque chose que je ne veux jamais perdre. OK, et c'est ma curiosité personnelle, mais ça pourrait intéresser des gens qui écoutent. Tu avais l'air de dire qu'à 10-12 ans, tu as commencé à toucher un ordinateur. Moi, j'ai un enfant qui a 9 ans, bientôt 10 ans, et je me dis: «Il pourrait déjà se mettre sur un PC et commencer à faire des trucs», et enfin, j'aimerais bien juste comprendre enfin, tu as un souvenir de ça, la première fois où tu as touché un PC où tu t'es dit: «Tiens, il y a peut-être des trucs marrants à faire», enfin, c'est Bah, alors moi, depuis tout petit, j'ai toujours joué aux Lego, et pour moi, le PC, c'était pareil que les Lego dans le sens où, OK, à un moment donné, j'ai eu la chance d'avoir un des premiers PC. Un premier PC auquel j'ai touché, il y avait Windows 95 dessus, il y avait 3 jeux vidéo, ça marchait pas tout le temps, et juste installer le jeu, découvrir que ça marche, pouvoir commencer à jouer et puis ensuite commencer à bidouiller à l'intérieur,
faire des petits programmes et cetera, commencer à coder dessus, bah, c'était quelque chose que je trouvais sympa justement parce que ça permettait de créer de nouvelles choses. Et donc moi, ça a été mon souvenir, mais c'était aussi un monde un peu différent qui était moins connecté, enfin, je sais pas si là, mes enfants, je les mettrais devant un PC tout de suite, en fait. Il y a un peu, on parle d'un monde un peu différent, quoi. C'était comme, démonter une télé et voir ce qui se passe derrière, au final. C'était un peu comme ça que moi, j'avais approché l'informatique à l'époque. Et puis c'était une époque où il y avait pas internet, Pas du 10-12 tout ans, internet. voilà, donc Je me ça rappelle mon n'existait pas. introduction à internet où à un moment donné, mon père m'a dit, «Tiens, regarde, c'est un truc qui s'appelle», je crois que c'était Alta Vista à l'époque ou Lycos, je sais Ouais, plus. Mais il dit: «Il y a une boîte là et tu peux chercher ce que tu veux sur internet». J'ai dit: «Mais qu'est-ce que je voudrais bien chercher?» Et je sais plus ce que c'était. Je cherchais genre, comment fonctionne le système solaire ou un truc comme ça et puis c'était très décevant parce que tu avais pas vraiment des réponses à tes questions, quoi. Il y avait pas Wikipédia donc ouais, c'était ouais. je comp voilà, ça a été intéressant d'avoir, vécu le début d'internet et puis voir où on en est maintenant. C'est on pourrait faire tout un podcast sur ce sujet, d'où va internet, mais après, Et puis on voilà. on avait on avait déjà comment ça s'appelait cette espèce d'encyclopédie? C'était pas Encyclopédia ou un truc comme ça? Moi j'ai un Il y avait souvenir d'avoir, Encarta, il me semble, Encarta, voilà, c'est ça exactement, ouais, puis il y avait c'était Encarta. 4 CD et c'était des CD lourds quasiment, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Je dis: «Mais à quoi bon internet? On a déjà Encarta, il y a déjà tout ce qu'il faut». Bref. Exactement, exactement. OK, trop bien. On va démarrer sur, déjà Electricity Maps, la genèse, les débuts. Comment tu démarres, alors tu vois, si on prend un peu l'angle, entrepreneurial, comment tu démarres ça? Tu es en poste et tu bosses et à côté de ça, le soir, chez toi, tu te dis: «Tiens, il y a un truc à faire» ou à un moment donné, tu as l'idée, tu dis: «OK, je démissionne et j'y vais». Comment ça se met en place? Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que, à un moment donné, pour des raisons personnelles, je voulais revenir au Danemark, ma copine à l'époque avait possibilité enfin, avait trouvé un emploi au Danemark aussi, donc on a dit: «Vas-y, on part». Donc j'ai démissionné Snips en me disant: «J'ai une longue liste de choses que j'ai envie de creuser». Intellectuellement, j'avais envie de creuser et de comprendre le climat, l'énergie et puis après, j'avais tout un tas de petits projets à côté que j'avais envie de développer un peu pour augmenter enfin pour devenir un peu meilleur pour moi, côté code et bah, il s'avère qu'un de ces projets-là, c'est devenu, Electricity Maps, mais j'avais pas forcément de concept en me disant: «Je vais monter une entreprise autour de ça». Ce qui était le plus important pour moi, c'était de faire quelque chose d'utile que les gens utilisent. Mmh. Après, je me suis rendu compte par la suite qu'en réalité, j'aurais pu avoir un objectif peut-être un peu plus, utile qui était de dire: «Faut pas seulement que les gens l'utilisent, il faut aussi que les gens soient prêts à payer pour». Parce qu'on était quand même vraiment en avance avec Electricity Maps et le côté monétisation était vraiment pas évident. Mais bon, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai démissionné, j'avais un tout petit peu d'argent de côté et je faisais du conseil à temps partiel où j'aidais des startups à créer un peu leur prototype au début et l'autre moitié du temps, j'utilisais pour tout mon temps créatif, la longue liste de projets, un peu le creuser, certaines questions, qui me taraudaient, côté énergie, climat et petit à petit, le projet a été, utile dans le sens où je l'ai envoyé à plein de gens. Les gens comprenaient pas trop, ça les intéressait pas trop. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de feedback et petit à petit, j'ai itéré sur le produit jusqu'à ce que à peu près 6 mois après, la carte d'Electricity Maps, les gens la comprennent. Ils comprennent quelles sont les couleurs, ce que voulaient dire les symboles et à un moment D'ailleurs, donné pardon, vas-y. on peut peut-être, expliquer ce que c'est Excusima parce que c'est vrai qu'on en parle sans il y a peut-être plein de gens qui nous écoutent, ils se disent: «Mais en fait, de quoi il parle?» C'est pas Est-ce que tu faux. peux l'expliquer en 2 mots? Ce que Donc en ce 2 que c'est? mots, Electricity Map, c'est une carte, comme une, map monde où, chaque pays a une couleur et cette couleur représente en fait l'empreinte carbone. Donc si jamais on devait utiliser, 1 kWh d'électricité d'un pays, quelle est l'empreinte carbone associée à cette consommation d'1 kWh? Donc il y a une partie de cette empreinte qui vient, de la génération locale d'électricité, les centrales nucléaires, hydrauliques, à charbon et cetera. Et il y a une partie qui vient des importations d'électricité des pays voisins et donc il y a des petites flèches sur la carte qui montrent comme ça, à quel point est-ce que, on emprunte de l'électricité, puis à quel point est-ce que cette électricité, elle est, décarbonée ou pas. Parce que des fois on emprunte, on importe de l'électricité, assez sale des voisins qui rend notre électricité à nous localement, pire, ou l'inverse d'ailleurs, des fois on verdit un peu notre électricité. Donc voilà, donc c'est une carte coloriée par, l'empreinte carbone et après en cliquant sur les différents pays, on peut commencer une exploration assez intéressante qui explique, bah, en fait, pourquoi est-ce que l'empreinte carbone elle est comme ça, d'où vient l'électricité, comment elle est générée et Mmh. voilà. Et 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 enfin, allez voir, ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la carte d'Electricity Map parce que c'est moi, je trouve ça toujours impressionnant. Enfin, je me souviens la première fois que je l'ai vue, ouais, je sais pas, ça va être 2016-2017, je sais plus exactement, mais il y avait un mini choc quand même. Il y avait un petit truc un peu en se disant:
OK, d'accord. Donc il y a une carte des émissions de CO2, liées à l'électricité et surtout les différences de couleurs, quoi. Enfin, il y avait vraiment un truc de se Ouais. dire: «OK, donc la France est globalement très verte, grâce au nucléaire». Il y a des pays, comme l'Allemagne qui sont plutôt marrons parce que, pas mal de charbon, encore plus à l'époque et ça baisse heureusement. Mais ouais, il y avait vraiment un truc de se dire: «OK, non», si on enfin, c'était visuel tout de suite, quoi. Il y avait ce côté-là tout de suite, de dire: «OK, qui sont ces gens derrière ça?» Et qui sont enfin ça paraissait, heu, enfin visuellement c'est très facile et derrière en y réfléchissant un peu, je dis: «Il y a de la complexité là-dedans, quoi. Comment ils font pour savoir tout ça, quoi?» Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que vous avez utilisé l'open source. Enfin, globalement, il y a eu beaucoup de gens qui sont mis dessus pour agréger des données et en fait t'aider, à développer ça, quoi, c'est ça? Ouais, ce qui était intéressant, c'est que alors moi, j'ai pris énormément de plaisir à développer cet outil parce que en fait, j'étais pas forcément un expert, sur la géopolitique de l'électricité. Et donc, ça a été en fait, j'ai utilisé le développement de l'outil comme une manière de m'éduquer aussi sur le sujet et de découvrir. Donc en fait, toute la complexité que tu découvres, que tu mentionnes, c'est pas une complexité que j'avais forcément à l'œil au début en me disant: «Bah, voilà, on va designer un outil, on va prendre cette complexité, on va le rendre simple pour les utilisateurs» et cetera. C'était plutôt, bah, je suis fondamentalement curieux, j'ai envie de creuser et pour creuser, il faut que je puisse regarder ces données dans un outil, qui me permette de comprendre et à chaque fois que j'avais une question, je me disais: «Mais attends, là, est-ce que je pourrais pas juste, créer un peu une partie dans l'outil qui me permettrait de creuser un peu plus? Ou est-ce qu'on pourrait pas colorier les pays de telle manière parce que du coup, on comprendrait telle chose?» Et donc petit à petit, disons l'outil en permettant de répondre à mes questions, j'ai essayé de faire en sorte qu'il réponde aussi aux questions, bah, de quelqu'un d'autre qui suive un peu le même cheminement que moi sur l'outil. Et effectivement, comme tu le dis, un frein majeur, c'était l'intégration de données des autres pays. Donc en fait, sur cette carte du monde, il y avait quand même la majorité des pays qui étaient gris parce qu'on n'avait pas de données sur ces pays-là. Mmh. Et donc je me suis dit: «Je vais jamais réussir tout seul en fait à catégoriser tous les pays, à collecter toutes les données». Et donc il y avait tout simplement, ce qu'on appelle un call to action en anglais, donc un petit bouton qui disait: «Bah écoute, si jamais toi, visiteur, tu sais où est-ce qu'il y a des données qui sont disponibles, qu'on pourrait intégrer sur la carte, clique ici». Puis après il y avait tout un process qui te permettait de nous faire savoir qu'il y avait des données. Et après il y avait un autre bouton qui disait: «Mais en fait si tu es développeur, que tu as un peu de temps pour nous filer un coup de main, clique ici et on te montre la liste de toutes les données qui ont été identifiées par la communauté, avec un petit guide sur comment les rajouter sur la carte. Et si jamais tu peux coder le petit script Python et puis nous l'envoyer à travers GitHub, donc ce qu'on appelle une pull request, et bah, du coup, fais-le, on mettra ton petit avatar, pour te remercier. Et après, il y avait un compte Slack, enfin un channel Slack que tu pouvais rejoindre, où tout le monde discutait, on se filait des coups de main sur comment intégrer ce genre de choses. Et ça a été très actif et c'est une des façons, qui nous a permis très rapidement, en fait, d'avoir une couverture quasi globale, sur Electricity Maps. Ouais, c'est incroyable, ça c'est la force des communautés, de développeurs, j'ai envie de dire. Il y a ce truc, qui peut paraître parfois incompréhensible dans d'autres, secteurs. Dire: «Attends, il y a plein de gens qui ont bossé, pour toi, gratuitement, sans rien demander en retour, juste pour le plaisir de développer des trucs et creuser Et ça, quoi». Et c'était puis même plus que ça, parce que ils le faisaient pour eux dans le sens où, en fait, ils avaient Electricity Maps, ils avaient envie de pouvoir, montrer à leurs amis, même, pousser leur gouvernement à changer et ils avaient pas forcément les outils et donc, pour eux, réussir à cartographier leur pays, c'était une manière d'avoir un impact, d'un point de vue éducationnel et aussi, quasiment activiste, très, très fort. Et ça a OK. été un très gros driver, en fait. Ah, excellent, à ce point-là. Et tu penses que tu as eu même, je sais pas, est-ce qu'on peut imaginer des pays qui n'ouvraient pas leurs données, sur l'énergie, qui l'ont ouvert, peut-être un peu grâce à toi? Ou est-ce que tu penses qu'il y a eu des sujets de dire, ou en tout cas de la communauté qui a créé des choses comme ça? Alors on sait qu'il y a eu des débats et des pressions assez fortes sur certains gouvernements et sur certains départements ou ministères, pour ouvrir plus de données parce que quand nous on disait: «On est désolé, les données sont pas assez propres, on peut pas les mettre sur Electricity Maps» et cetera, les gens derrière, qui travaillent dans les ministères et cetera, essayaient de pousser. Maintenant je peux pas dire que, disons notre impact a été tel que grâce à nous des données ont été ouvertes. Mais je sais qu'on a été un point de pression ou un argument de plus disons sur la liste de pourquoi est-ce qu'il faut ouvrir la donnée. Et au point de vue, européen aussi, il y a des plateformes de transparence de données. Il y a une directive européenne sur la transparence des données au niveau de l'électricité. Disons qu'on a été, souvent invités pour amplifier ce point de l'importance de la transparence des données parce que derrière il y a un impact qui peut être là. Il y a de l'éducation, on peut éduquer pas mal de gens sur ce sujet-là et puis il y a des startups qui peuvent, se développer. Nous, on n'aurait jamais pu se développer s'il n'y avait pas eu cette ouverture de données. Mmh, OK.
Si on continue un peu la chronologie, donc tu dis, 6 mois, peut-être 1 an développer un peu la carte et avoir une couverture, quasi mondiale, hein, là-dessus. Heu, d'un point de vue un peu plus business, comment ça se développe et comment tu gagnes de l'argent avec cette carte? C'est derrière comment ça se passe, ouais? Ouais, alors faut savoir que faut rembobiner un petit peu. On est en 2016, pas grand monde se soucie du climat, très honnêtement. Il y a même pas, Mmh. Greta Thunberg qui existe à ce moment-là, donc il y a vraiment pas de prise de conscience, très, très forte sur le sujet. Cette 1re année sur Electricity Maps, donc ça a pris à peu près 1 an avant que la carte, devienne vraiment virale et qu'il y ait vraiment un socle solide d'utilisateurs qui passent dessus. Et à ce niveau-là, pour moi, l'idée, c'était uniquement de me financer moi-même pour faire en sorte de voir quel est le potentiel derrière le projet, mais il y a aucune, ambition, j'ai envie de dire, monétaire. Et après ça, j'ai un de mes meilleurs amis qui me rejoint et qui me dit: «Mais tu sais, moi, je travaille un peu dans un secteur équivalent. Je sais que ce genre de données pourrait intéresser les cabinets de conseil. Il y a, des think tanks qui font de la recherche, qui sont intéressés par ce genre d'agrégation de données». Et donc petit à petit, on crée une offre, on vend nos données. Par exemple, on vend ça à l'OCDE qui fait des rapports basés sur nos données. Donc on arrive à avoir des rentrées d'argent. On fait des partenariats aussi de recherche avec des instituts, enfin avec des universités, par exemple au Danemark. On essaye de faire des prototypes où on essaie de montrer que si tu charges ta voiture électrique au bon moment, tu peux réduire ton empreinte carbone parce que l'électricité n'est pas verte de manière consistante tout le temps. Quand au Danemark, il y a pas de vent, bah, tu sens vraiment l'électricité qui devient, plus carbonée. Donc on crée ces prototypes, on les finance aussi avec des projets de recherche. Petit à petit, on arrive à commencer à se payer des salaires et on arrive en 2017-2018 et on se rend quand même compte qu'on est vraiment en avance. Il y a pas grand monde qui est intéressé par chercher sa voiture électrique au bon moment. Ouais. Hem On vit dans un monde aussi où la comptabilité carbone sur l'électricité, au pas de temps horaire, n'intéresse personne parce que tous les contrats d'approvisionnement d'électricité ont ce qu'on appelle, des contrats 100 renouvelables. Je ne sais pas si tu as été exposé à ça ou en tant qu'utilisateur, tu peux choisir un contrat 100 renouvelable. Mmh. Mais en fait, la manière dont les entreprises comptabilisent l'électricité quand ils font leur bilan carbone, c'est de dire: «Bah, on regarde l'électricité totale sur une année, on achète des certificats pour couvrir cette demande et à côté de ça, on ne se soucie pas de l'endroit où cette électricité est consommée ou le moment». Et maintenant, au passage, 2026, on a le plus grand standard de comptabilité carbone, le Greenhouse Gas Protocol, qui est en train de changer en faveur de ce qu'on appelle le 24/7. Donc c'est une comptabilité carbone, au pas de temps horaire et cetera. Mais bon, ça a quand même pris énormément, énormément de temps et on a travaillé énormément pour pousser dans cette direction-là. Mais donc en Toi 2018, disons, on n'était pas du tout là. Et donc on se rendait compte que, on n'allait pas avoir un marché qui allait grandir. Je me rappelle avoir pitché à des BMW qu'il fallait charger l'électricité au bon moment et puis eux, ils me disaient: «Mais attendez, l'électricité, elle est 100 renouvelable, on l'achète ouais. 100 renouvelable». Et je leur dis: «Bah non, je suis désolé, en pleine journée, c'est pas du tout la même chose». Et donc on se rend Ouais. compte que, les standards, en fait, doivent évoluer avant que nous, on puisse, en bénéficier. Toi, ce que tu dis, c'est que la réalité physique, c'est que, une après-midi, en plein soleil, quand, tu es un pays qui a plein de panneaux photovoltaïques, tu as une électricité très verte, mais le soir, sans vent et sans soleil, c'est, les centrales gaz ou charbon qui se mettent en route et donc ouais, sur un espace de 6 heures, en fait, ton électricité que tu consommes réellement, elle a pas du tout la même la même émission de CO2, entre les 2. Et Exactement. j'imagine que ça devait t'énerver un peu, enfin, il doit y avoir un côté un peu frustrant quand tu es dans ton coin et tu dis: «Je détiens la vérité et personne ne me comprend». Il y a un truc un peu, Ah, c'est vrai qu'il y a eu ça et puis c'est pire que ça d'ailleurs au passage parce que, ce que tu peux faire, c'est que tu peux être en Pologne par exemple et tu peux donc payer, majoritairement, avec son électricité majoritairement à base de charbon et tu pouvais acheter de l'électricité géothermique d'Islande qui n'est pas connectée au système européen et dire: «Beh, moi je suis polonais et j'ai une centrale j'ai comment dire? Pardon, je perds le mot, factory en français? C'est horrible, une je usine? parle plus jamais une usine, voilà merci, c'est ridicule, c'est ridicule. Je parle plus français. Donc j'ai une usine et cette usine, elle fonctionne au géothermique islandais, donc qui est un non-sens absolument, monstrueux Ouais. et donc avec, une sorte d'arrogance à l'époque, je dis: «Non, mais je détiens la vérité physique», comme tu le disais et puis maintenant avec du recul, je me rends compte je comprends un peu mieux comment les choses fonctionnent et donc
pour la faire en 2 mots, tu as 2 manières de faire de la comptabilité sur l'électricité quand tu veux regarder les émissions de carbone. Il y en a une qui est la «réalité physique» entre guillemets, qu'on appelle, location based, qui est de dire, je regarde au nœud auquel je suis connecté, au moment auquel je consomme l'électricité et puis on regarde physiquement ce qui se passe à ce nœud-là. Et ensuite, tu as une autre manière de regarder les choses qui est je suis les flux financiers et donc en fait, il y a des marchés européens d'électricité et là, l'électricité se mélange et donc tu peux acheter des contrats d'approvisionnement d'électricité et donc si tu suis cette, approche contractuelle, bon, bah, tu tombes sur une autre vérité et donc c'est d'autres, j'ai envie de dire, paradigmes qui t'amènent à d'autres conclusions. Mais si jamais tu Mmh. veux comprendre la vérité physique, bah, effectivement, tu tombes sur une autre conclusion. Mais en tout cas, on était tellement en avance que du coup, on tombait un peu dans des débats comme ça, avec, des entreprises qui, suivent cette comptabilité contractuelle parce qu'elle est plus simple pour elles et à côté de ça, un niveau d'éducation, générale relativement bas sur l'origine physique de l'électricité qui fait que, bah, ça gêne personne que, des grandes entreprises disent: «Beh, nous, on est 100 renouvelable», alors qu'au final, ils utilisent de l'électricité, physiquement, majoritairement à base de charbon. Donc cet écart, Mmh. il est en train de se régler, mais c'était un vrai problème. C'est quoi Hem juste tu parlais d'un label, en tout cas de loi, de règles qui changent là, le 24/7 là, c'est quoi le Bah, donc il y a ce paradigme, qui est location based, qui veut dire je consomme de l'électricité physiquement à un endroit, donc c'est un peu la réalité physique. Tu as ce qu'on appelle market based à côté, qui est l'origine contractuelle de l'électricité, mais mmh sans restriction spatio-temporelle. Donc tu peux acheter du solaire, 2 jours avant et l'utiliser, 2 jours après, par exemple. Et le 24/7, il prend cette réalité contractuelle et il dit par contre: «Je regarde que les contrats qui peuvent délivrer de l'électricité à un moment donné et à un endroit donné». Et donc il rajoute de la réalité, il fait en fait un compromis entre les 2 mondes, qui est de dire: «On autorise les contrats, par contre on veut une réalité physique qui est la délivrabilité», comme ils appellent ça. et Et c'est quoi donc du ça coup? c'est C'est un label, alors c'est plutôt heu une méthode de comptabilité qu'on appelle, OK. qu'ils appellent granular accounting, qu'ils appellent aussi 24/7 et c'est plutôt des principes et ces principes-là sont adoptés, par exemple sur tout l'addendum qui a été fait sur la directive d'énergie renouvelable sur l'hydrogène qui dit: «Si tu veux pouvoir prouver en 2030 que ton hydrogène, il est effectivement électrolysé avec de l'électricité verte, il va falloir que tu puisses prouver en gros les piliers du 24/7», donc cette délivrabilité par exemple. Et le CBAM qu'on a aussi, donc c'est un acronyme qui représente l'ajustement qu'on a aux frontières quand on importe de l'électricité en dehors de l'Europe. Il y a une taxe qui va s'appliquer et cette taxe, par exemple, elle suit aussi, ces principes de 24/7. Donc voilà, on commence à OK. devenir à aller très technique, mais c'est un Non, non, mais principe c'est qui à l'époque, en fait, n'avait aucune valeur monétaire et qui maintenant commence à en avoir une. Donc on était vraiment, vraiment en avance, c'est ce que j'essaie de intéressant. dire. Ça marche, OK. Si on reprend la chronologie, ouais, donc tu parlais de 2018-2019, tu encore un peu, dans ton coin, j'ai envie de dire, Ouais, heu complètement. et après l'évolution, comment ça se passe, donc tu encore tout petit? Ce que je comprends, c'est un pote à toi qui te rejoint, qui bosse avec toi, c'est ça? Ouais, on est 3 personnes, 2-3 personnes, en fonction il y a les développeurs qui nous aident, et cetera et donc à ce moment-là, on commence à se poser des questions sur, la viabilité financière du projet, tout simplement. Mmh. Et donc on dit: «Bon, bah, il faut qu'on essaye d'autres choses» et donc on commence à lancer d'autres projets que j'avais un peu envisionnés de toute façon, dès le début. Cette application de comptabilité carbone, sur, pas uniquement l'électricité, mais l'entièreté de ta vie. Donc pareil, je vais passer un peu court dessus, mais on passe un peu de temps à la développer. On la lance, on rajoute une composante entreprise aussi dessus. L'hypothèse, c'était de dire, que c'était le moment aussi où Greta, commence à apparaître dans les médias et cetera et on se dit: «Là, il y a une prise de conscience qui commence Mmh. à être réalisée» et en tant qu'employé, je demande des comptes à mon entreprise. Je veux que l'entreprise, fasse un peu sa part pour, mitiger le changement climatique et donc nous, on arrive avec une offre entre les 2 qui est de dire: «Bah, toi, en tant que personne, tu peux calculer ton empreinte carbone. Tu vas sûrement te rendre compte que la majorité de ton empreinte carbone, ça va être tous les avions que tu prends pour le boulot», pour la faire très simple Mmh. et donc va voir ton entreprise, fais en sorte qu'elle, utilise la technologie de Tomorrow pour, comptabiliser leur empreinte carbone, et derrière ensuite acheter aussi, faire de l'offsetting et donc on lance une offre que beaucoup d'autres en fait ont lancé, à peu près au même moment. Mais après, on se rend compte qu'on est, malheureusement sur un domaine où
Encore une fois, la monétisation est très compliquée. Tout simplement Mmh. parce que les entreprises, ont pas forcément des budgets pour faire ce genre de choses. La pression des employés est très faible et donc à peu près 2021-2022, on se rend compte que bizarrement, Electricity Maps commence à fonctionner très bien. Donc toutes les données qu'on agrège, on a commencé à travailler avec Google, qui était une des premières grosses entreprises à vouloir les données Electricity Maps. Et à ce moment-là, en fait, eux, ils lancent des projets, dont un projet qui est de changer le moment auquel leur data center consomme l'électricité. Donc en fait, cette vision qu'on avait sur les voitures électriques, dire on consomme l'électricité au moment où elle est décarbonée, on arrive à percer chez Google et ils commencent à implémenter ça dans leur data center. Et donc à ce moment-là, on se dit: «Mais c'est intéressant quand même, on a de la traction sur le côté électricité, sur le côté comptabilité carbone, personnel, entreprise, c'est compliqué, il y a beaucoup de gens qui essaient de le faire, les revenus sont très bas». Par contre, nous, on a un client très gros qui nous dit: «On a de l'argent sur la table, si vous nous aidez à faire ça, c'est génial, on y va». Et donc OK. à ce moment-là, on se dit: «Ça allez, on focalise entièrement là-dessus, on y va». Et on se rend compte que l'électricité est probablement un des seuls endroits où optimiser pour un impact climat veut aussi dire optimiser pour une économie une économie financière. Mmh. C'est-à-dire que aider les entreprises à faire un bilan carbone, ça va pas forcément les aider à augmenter leurs profits. Par contre, aider quelqu'un comme Google, par exemple, à utiliser l'électricité au bon moment, bah, en général, quand l'électricité elle est verte, bah, elle est aussi moins chère et du coup, ils peuvent économiser de l'argent, dans l'histoire. Et donc on commence à tabler en fait sur ce storytelling. On avance et très peu de temps après, on renomme toute l'entreprise Electricity Maps. Hem Et après, on a rajouté tout un tas de couches, des couches, de prédiction, de prix d'électricité, par exemple, aussi, qui font partie de l'offre Electricity Maps, actuellement. Et donc cette API d'Electricity Maps, maintenant, est utilisée par, des grands groupes comme des Microsoft, des Google, des Cisco, des banques aussi, des banques, mondiales. Je suis pas sûr que j'ai le droit de les citer, donc je vais peut-être éviter. Mais qui aussi essayent de comprendre, en fait, toute l'empreinte carbone de toute leur infrastructure IT, dans OK. une optique de décarboner et d'optimiser leurs coûts, tout simplement. OK, excellent. J'imagine un peu les montagnes russes entre le moment où tu as Electricity Map, tu as ta solution de bilan carbone, tu dis: «Tiens, on va essayer ça, ça marche pas» et puis au final, c'est Electricity Map qui fonctionne. Enfin, psychologiquement, ça a dû être un peu compliqué, non? Ou tu as l'impression que c'est ça Non, non, oui, je passe dessus, mais effectivement, en fait, tout pivot est très compliqué parce que c'est toujours, disons, un aveu d'échec avec, en même temps, une sorte de désillusion très, très forte. Parce que quand tu rentres, quand tu crois en un projet, tu dois convaincre des employés de te rejoindre, des cofondateurs de te rejoindre, potentiellement des investisseurs, des clients et cetera. Tu bosses dessus pendant des mois, des mois. Et donc ensuite, à un moment donné, quand tu te rends compte que ça marche pas, il faut avoir suffisamment d'humilité pour déjà, dire: «Bon, bah, je me suis trompé». Mais aussi, c'est pas forcément facile parce que tu as forcément des gens qui ont rejoint un projet sous certaines, croyances qui du coup, quittent le projet parce que c'est plus les bonnes personnes. Et quand tu mmh, passes d'un projet comme, Electricity Maps, qui est un projet très, très, comment dire? Niche électricité, expertise électricité, avec des très gros clients, c'est complètement différent que de faire une app consumer, qui est beaucoup plus marketing, avec beaucoup moins de profondeur d'expertise, et tu vends pas à des grands groupes. ouais. Donc forcément, tu as des profils qui changent, et donc c'est des étapes qui sont pas faciles dans la vie d'une entreprise, et aussi personnellement pour, moi, mais aussi pour les personnes qui ont rejoint et qui ont dû quitter le projet en cours de route. Ouais et la structure de la boîte d'ailleurs, c'était la même boîte et tu es le seul associé ou tu t'es associé avec des gens, au fur et à mesure? C'est quoi les Alors c'est une entreprise, for profit, donc start-up, classique, j'ai envie de dire. Moi, je me suis beaucoup posé la question au début, est-ce qu'il fallait plutôt faire une association, d'ailleurs, au passage? mmh J'étais, bon, pour en reparler si ça t'intéresse, mais j'avais quand même la croyance assez rapidement que pour monter quelque chose de très ambitieux, très grand, il fallait, pouvoir payer des bons salaires, et donc il fallait quand même un for profit et avoir une optique qui était, faut gagner de l'argent, parce que ouais, sinon on n'arrivera pas à régler le problème à grande échelle. Bah, je me rends compte qu'il y a plein d'associations qui arrivent très bien d'ailleurs au passage à avoir des grands talents, donc je suis pas forcément sûr que j'avais, complètement raison sur cette histoire-là, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on est passé. Et donc par exemple, cet ami qui m'a rejoint très, très tôt, a été associé, à Electricity Maps, très tôt. Donc et après il y a, et même encore maintenant, tous les employés d'Electricity Maps ont des parts de l'entreprise, parce que je pense que c'est absolument critique de, disons d'avoir un stake in the company, et d'avoir une sorte de motivation jointe sur le long terme. ouais, OK, canon. Je,
Enfin, tu me dis si tu veux en parler ou pas, mais j'ai l'impression que tu as parlé de ton associé au passé, parce qu'il est parti et Ouais, exactement. On a eu pas mal de raisons, hein, en très bon, en très bons termes, de quelqu'un que j'apprécie énormément d'ailleurs au passage. Mais tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'on avait aussi, des fois, j'en rigole un petit peu, entre guillemets, historiquement, parce qu'on a décidé de faire les choses de manière tellement différente de tout le monde qu'on s'est quand même rajouté énormément de difficultés. Donc on a voulu faire une boîte remote. Moi, j'étais à Copenhague, lui, il était à Paris. OK. On a voulu travailler dans le changement climatique, qui était quand même extrêmement difficile à monétiser, et rien que ces 2 choses-là, en fait, tout de suite, c'est très compliqué. Donc le moment où, en fait, le projet Electricity Maps, en 2018 est passé sur un projet plutôt consumer et avait moins besoin vraiment de la profondeur d'expertise sur le champ électrique, et qu'on a recentré toutes les équipes à Copenhague, c'est le moment, en fait, où mon associé, du coup, Bruno Lajoie, a quitté l'équipe. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et sans lui, on n'aurait jamais pu être, là où on est maintenant. Ouais, OK. Ouais. Ouais, donc des étapes quand même un peu rudes, quoi. Enfin, Ah oui, totalement. moi, je vois toujours les Maps, tu vois, de loin, tu vois la carte et tout, c'est beau, il y a une communauté, et ainsi de suite. Tu as toujours un peu cette vision extérieure, tu vois, de dire: «OK, tout est linéaire et ça cartonne», mais non, il y a aussi ces étapes un peu complexes, ouais. OK. Google, heu, comment ils arrivent, enfin, c'est quoi? Ils t'envoient un mail, «Bonjour, et on peut discuter?» ou toi, tu avais un historique Google quand même, donc tu avais peut-être des liens avec ça aussi? Comment ça se met en Ouais, place? donc il s'avère que, chez Google, à un moment donné, donc à l'époque, enfin peut-être qu'ils l'ont encore maintenant, mais Google avait ce système où, tu pouvais passer 10 à 20 de ton temps à travailler sur des projets, qui étaient pas directement, alignés avec, ce que tu faisais au quotidien. Mmh. Et donc, moi, à un moment donné, j'écris à des gens, qui travaillaient sur des projets énergie. Je leur dis: «Je peux vous filer un coup de main, je pense qu'il faudrait faire telle et telle chose dans tel domaine». Je peux pas trop raconter ce qu'ils faisaient, mais, à un moment donné, je me retrouve à pitcher devant quelqu'un d'assez haut placé chez Google, et il s'avère que cette seule interaction que j'avais eue quand j'avais pitché un petit peu ma contribution à ce projet-là, a fait que, quelques années après, quand j'ai lancé Electricity Maps, j'ai pu écrire à cette personne-là, et personne m'a jamais répondu, mais à un moment donné, elle m'a dit, j'ai envoyé, quoi, un 4e mail à un moment donné en disant: «Ouais, il faudrait qu'on fasse des trucs avec Google». Cette personne me répond, elle fait: «Ouais, ta carte, c'est sympa. Il y a quelques personnes qui en parlent, vas-y, discutons-en, je suis curieux de savoir ce que tu veux faire». Et à partir de ce moment-là, on se pose ensemble et on brainstorm sur toutes les choses que Google pouvait faire avec, Electricity Maps, et une des choses, c'était justement cette optimisation de data center, et ça a pris quelques années avant que le projet en interne, prenne pied. Il fallait aligner pas mal de, disons, de personnes en interne, mais à un moment donné, quand tu as une belle histoire d'optimisation de CO2, que tu peux aussi économiser un peu d'argent sur les data centers, il y a pas mal d'étoiles qui s'alignent, et donc à un moment Mmh. donné, cette personne est revenue vers moi en disant: «Tu sais quoi? Là, je crois que j'ai réussi à avoir de la traction en interne, banco, on se lance, on a besoin de vos données, on est parti, quoi». Mais nous, on était une toute petite pièce, j'ai envie de dire, de cette constellation, et j'ai eu de la chance de pouvoir tomber pile poil sur la personne qui avait suffisamment de points en interne pour réussir à ce que ça se fasse. Et après, on se rend compte que des histoires comme ça, c'est quand même souvent comme ça que ça se passe avec les très grands comptes. Mmh. Tu es obligé de trouver quelqu'un qui pèse suffisamment en interne, qui te fait suffisamment confiance pour, monter quelque chose et ensuite dire: «Bah, c'est parti, j'ai les fonds, on fait ça ensemble, quoi». Ouais, c'est un peu cette chance de tomber sur la bonne personne au bon moment, Ouais. là-dessus. Et donc que je comprenne bien, Google, vous avez une API, vous êtes connectés avec eux, avec leurs données, et ils vont mettre en route certains serveurs à certains moments en fonction des prédictions que tu vas faire. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'avec les Maps, on l'a peut-être pas dit, c'est que tu as la donnée temps réel, et puis vous faites aussi de la prédiction sur les heures, jours à venir, de comment va être carbonée l'électricité. Ouais, c'est exactement ça. Donc chez Electricity Maps, ce que tu peux voir sur la carte, c'est les données temps réel et les données historiques. D'ailleurs, maintenant, on commence à montrer les données prédictives aussi. Donc nous, on a passé beaucoup d'années à créer des algorithmes de prédiction. On va prédire, en fait, absolument tout sur le réseau électrique. Ce qui est assez intéressant, je fais une petite parenthèse, mais si tu veux prédire à quel point l'électricité va être décarbonée dans 2 heures, tu es obligé de prédire l'ensemble des systèmes de génération locales, en fait. Donc tu dois regarder, à quel point est-ce que les centrales à charbon vont être éteintes ou pas, dans les 2 prochaines heures. Mais pareil sur tous les modes de production, éolien, solaire, fioul, et cetera. Tu dois prédire les imports et les exports, parce que peut-être que la France, par exemple, va importer de l'Allemagne dans 2 heures, mais peut-être que dans 3 heures, elle arrête d'importer, donc ça, il faut le prédire.
Et ensuite, il faut prédire aussi comment l'Allemagne fonctionne, parce que si on importe de l'électricité dans 2 heures de l'Allemagne, il faut savoir si les panneaux solaires vont générer l'électricité ou pas. Et puis l'Allemagne va peut-être importer du Danemark à ce moment-là. Donc en Incroyable, fait, tout ouais. de suite, il faut tout prédire tout le temps. OK. Et donc on a, je crois, je sais plus, 5000 modèles de prédiction qui tournent automatiquement, qui prédisent absolument tout sur le réseau mondial, parce qu'on a les données mondiales, pour faire une prédiction de l'empreinte carbone. Et c'est pour ça maintenant qu'on fait aussi des prédictions de prix de l'électricité, parce qu'au final, quand on prédit le carbone, autant prédire le prix de l'électricité aussi. Et donc Google, leur data center fonctionne d'une certaine façon, c'est-à-dire que eux, en interne, ils ont un système où à chaque fois qu'il y a une unité de calcul qui doit être lancée, cette unité de calcul, elle rentre dans une queue avec des priorités. Et Google a fait un système où ils peuvent changer la priorité et en fonction de l'empreinte carbone et le prix de l'électricité. Donc ils vont dire si ce truc-là doit terminer dans 2 heures ou s'il doit terminer dans 2 jours, et ben, on va pouvoir l'allouer à un serveur, à un data center dans une géolocalisation différente, ou alors on va pouvoir le déplacer pour faire en sorte qu'il tourne que dans 6 heures, par exemple. Et eux reçoivent toutes les prédictions du réseau électrique que nous, on leur envoie pour chacun des data centers. Et ensuite, ils ont leur système d'optimisation qui va permettre de lancer le qu'ils appellent un job, en fait, au bon moment. OK, excellent. Quand tu signes avec eux, ça te fait l'année tout de suite? Enfin, tu vois, tu as un peu l'imaginaire de dire: «OK, Google, c'est énorme» et pouf, ils te mettent, tout de suite un gros chèque, là-dessus ou non, au début, tu démarres un peu, tu testes des choses et puis, au fur et à mesure, Ouais, ça vient progressivement? c'est clairement graduel, hein, mais on a toujours eu ce sentiment effectivement ou ce réflexe, de se dire, «On signe avec Google, donnez-nous un pactole parce que genre on fait du super boulot et puis derrière ça va nous faire notre année». Ça a jamais été le cas. Ça a jamais été le cas OK. et il faut toujours que tu prouves ta valeur, même à un géant comme ça, et puis au passage, c'est un peu, enfin, je veux dire, quand tu négocies contre un Google, tu peux venir avec tes conditions, mais à un moment donné, c'est quand même, Ouais, eux qui te disent, à prendre ou à laisser, ça ouais. t'intéresse ou pas, tu vois? Donc en fait, on a moins de marge de manœuvre qu'on pense et puis l'impact a été moindre qu'on pensait. Par contre, quand tu as un Google qui adopte ta techno, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux aller voir tous les autres et dire: «Non mais Google le Mmh. fait». Et du coup, tu as une sorte de confiance implicite qui te donnée, qui fait que si un grand groupe te fait confiance, bon, bah, c'est que vous avez, tu vois, you have your things in order, quoi. Genre en gros ton Ouais, ça c'est vrai dans tous les business et c'est toujours impressionnant et c'est logique, hein, mais enfin moi si je parle d'Enercool, 2 minutes, c'est ça, au début tu galères à les convaincre, les premiers clients à dire: «Attends mais tu as bossé avec qui? Ouais OK», pas assez convaincant et puis le jour où tu signes avec, des gros quoi, tu dis: «Ah OK d'accord, vous avez passé ce filtre du grand groupe, du CAC 40 ou je ne sais quoi, c'est que c'est bon, quoi» et c'est ouais, et c'est exactement. c'est c'est vraiment impressionnant ce passage-là juste où et puis même peut-être toi, en fait, dans la façon de vendre, ta boîte et ton produit, tu as peut-être aussi un peu plus de confiance dans ton discours, tu réponds aux questions, de façon plus ferme, j'en sais rien, mais ouais, tu chopes aussi cette confiance, grâce à ces clients qui te font confiance, quoi. C'est Et c'est ça assez va même impressionnant. plus loin que ça parce qu'en fait, quand tu travailles dans un domaine où le type de client que tu cherches, c'est des enterprises, donc des très gros grands groupes. Eux, en fait, te recommandent naturellement. C'est-à-dire que n'importe qui, je sais pas, un Microsoft derrière qui a envie de faire un peu la même chose, il va forcément à un moment donné recouper sur un Google en disant: «Mais attendez, notre compétiteur, ils font ça aussi. On va essayer de comprendre comment est-ce qu'ils ont fait les choses, avec qui ils ont bossé pour voir si jamais on doit faire la même chose ou différemment». Et donc en fait, tu es quasiment directement recommandé, soit implicitement ou explicitement dans l'histoire. Mmh. Donc c'est vraiment ma recommandation à n'importe qui veut faire du enterprise et qui attaque un nouveau marché. En fait, il faut que tu essaies de trouver les quelques références clients qui valent le coup, parce que derrière, en fait, ça débloque tout le reste. Ouais, exactement. Ouais, c'est un truc très costaud. Ça marche. Les autres cas d'usage, de tes clients, c'est quoi, donc il y a ce que je comprends, un exemple comme Google, c'est effectivement optimiser un espèce d'équilibre coût CO2 quoi, là-dessus. Les autres cas d'usage ou des trucs un peu, je sais pas, différents, tu vois, que tu peux avoir, c'est quoi les cas clients? Ouais, donc on en a plusieurs. Donc tu as ce qu'on appelle, nous on appelle ça industrial load shifting. Donc c'est genre de déplacer en fait, la quantité d'électricité que tu consommes quand tu as des gros systèmes industriels. Tu as une autre composante qui est la composante, reporting de carbone. Donc, comme j'en parlais un petit peu, avant, tu as ce nouveau paradigme qui s'appelle le 24/7, qui est Mmh. justement la comptabilité carbone granulaire au pas de temps horaire.
il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à adopter ce paradigme-là parce qu'ils savent qu'au final, dans quelques années, elles vont être forcées à le faire. Donc, autant commencer tout de suite. Google a été un des pionniers aussi dans cette méthode. Donc, eux, ils nous utilisent aussi pour faire toute leur comptabilité 24/7. Et par exemple, tu as un Microsoft qui fait aussi la même chose. Alors eux, ils appellent pas ça 24/7, ils appellent ça 100/0/0, je crois. Donc c'est peut te dire 100% de notre électricité doit être 100% verte 100% du temps. Ou non, doit être 0% de carbone 100% du temps. Donc il y a 2 fois OK. 100 et 1 fois 0. Donc tout ce qui est comptabilité carbone sur l'électricité avec ce nouveau paradigme, c'est le use case numéro 2. Et le use case numéro 3, c'est le use case sûrement où on a le plus de traction. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a beaucoup d'entreprises qui ont une opacité complète sur la compréhension de, la quantité d'énergie qui est utilisée dans leur, système IT. Imagine, tu es une grande banque, tu as, des serveurs à toi, tu as, des serveurs cloud parce que tu as forcément certains de tes systèmes qui tournent dans le cloud. À un moment donné, on te demande de faire ta comptabilité carbone. Bah, c'est un exercice très compliqué parce qu'il faut que tu ailles, voir, Google Cloud, AWS et cetera pour leur demander, en fait, combien d'énergie j'utilise, chez vous. Tu as aussi, la personne en charge de tous les coûts sur l'informatique qui a du mal à consolider, en fait, l'ensemble des coûts, de savoir, mais en fait, la base de données qu'on a chez Google, est-ce qu'on ne devrait pas la mettre en interne et cetera et cetera. Et donc, tu as tout un tas enfin, tu as des entreprises qui se spécialisent maintenant sur la carte pour cartographier, en fait, les coûts et les émissions sur les systèmes IT. C'est quelque chose de pas du tout trivial. Donc nous, en interne, on appelle ça Green IT. Donc tu as tout un mouvement, en fait, de décarbonation Mmh. des systèmes, IT qui existent. Et en fait, nous, on est une brique assez importante pour la compréhension fine et granulaire de l'empreinte carbone qui, derrière, permet de générer des insights sur la consommation d'électricité et du coup, les coûts associés. Et donc, tu as pas mal d'entreprises et on travaille avec des entreprises comme le Logic Monitor, par exemple, qui ont des services entiers dédiés à l'accompagnement des entreprises pour la compréhension de leur bilan carbone, spécifiquement sur l'IT, dans une optique d'optimiser les coûts. Et c'est des choses toutes bêtes, hein, mais c'est par exemple de leur dire, là, vous avez un parc de serveurs qui est, très, très vieux, qui consomme énormément d'électricité ou alors vos employés, ils ont des ordinateurs qui sont très vieux, faudrait qu'on les change et au lieu de racheter des nouveaux ordis, bah, on va vous louer des ordinateurs qui ont déjà servi avant et donc on va pouvoir réduire l'empreinte carbone et puis au passage, vous avez pas besoin d'acheter des ordis, on vous les vend, c'est moins cher. On vous les loue, pardon, c'est moins cher. Donc ça, OK. c'est tout un domaine qui est le troisième use case, qu'on adresse. Ouais, donc tu vends plus directement aux grands groupes, type, Google ou Microsoft, comme tu as aussi en client, mais plutôt à des intermédiaires, qui utilisent tes données pour ensuite, argumenter et convaincre auprès de leurs clients, à eux, quoi. C'est ça le Ouais, exactement. Donc on appelle ça des OK, solutions providers. Tu vois, ils créent leur propre solution et ça va être un mix, consulting software. Hem et tu as pas mal d'entreprises qui font des choses comme ça, super intéressantes, récemment, ouais. OK, excellent. Le chiffre d'affaires, tu peux en parler de ce que vous faites comme chiffre d'affaires? Tu vois, combien vous êtes, dans la boîte? C'est quoi les Alors je peux pas parler du chiffre zéro d'affaires, mais je peux parler du fait on a levé, des fonds, VC justement il y a 2 ans. On avait levé à peu OK, près, 5 000 000 €. En général, ça donne une bonne idée de l'étape, qu'on avait franchie à ce moment-là. Et on est, entre 25 et 30 personnes en fonction d'exactement consultants et cetera, Electricity Maps, pour donner une OK. idée de la taille de la machine. Et vu qu'on a passé beaucoup de temps à Electricity Maps sans des investisseurs, parce que je voulais justement, faire en sorte qu'on puisse être résilient sur le long terme et pas juste lever de l'argent et puis 1 an après tu dis: «Bon, bah, ça marche pas, on met les clés sous Ouais, la porte». On est relativement proche de la profitabilité. On a fait attention de ne pas, juste commencer à cramer plein d'argent et puis se dire: «Bah, trop mince», bien. donc ça on fait attention aussi, ouais. OK, canon. Ouais, donc et tous au Danemark ou non? Ou du coup, tu as des Ouais, on a quelques exceptions, mais disons que, bah, par exemple, on a une personne basée aux États-Unis parce qu'il nous faut forcément un pied aux États-Unis sur le côté réglementaire, policy et être proche des clients. Mais sinon, on a tout le monde de Danemark et c'est quelque chose justement, qui était un pivot, dont je parlais, dans les premières années d'Electricity Maps. On a essayé de travailler, remote et moi chacun a un peu son idée sur le sujet, mais j'avoue que j'ai envie de pouvoir itérer très rapidement avec les personnes avec qui je travaille et j'ai envie de pouvoir juste dire: «Bah, tiens, viens, on prend un whiteboard, on dessine ce qu'on a en tête», mmh, et c'est toujours beaucoup plus compliqué de dire: «Bah, attends, est-ce que tu es dispo? Est-ce qu'on peut vas-y, partage ton écran» et cetera. C'est pas les mêmes dynamiques et donc j'aime créer un peu en groupe plutôt que de travailler remote. Donc tout le monde à Copenhague, pour répondre à ta question.
OK, je suis assez d'accord avec ça, ouais, ça marche trop bien. Les prochaines étapes alors si, il y a un sujet aussi quand même prix de l'électricité. Tu as évoqué un peu ça Mmh. que vous avanciez ou enfin vous avez déjà avancé et j'ai l'impression que ça avance, encore plus sur les sujets du prix de l'énergie. Alors pour résumer rapidement, hein, le prix de l'énergie, il varie, toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, sur des marchés de gros et donc vous, aujourd'hui, vous êtes aussi capable finalement de prévoir ça et donc c'est aussi quelque chose qui se vend là-dessus? Enfin, il y a aussi, je sais pas, est-ce que des fournisseurs d'électricité peuvent faire appel à vous pour un peu prévoir ça? Ou ils ont aussi leur système et enfin, je sais pas, je suis curieux de savoir un peu comment ça se Ouais, passe ouais, là-dessus. ouais. Alors ça dépend, hein, mais on a des fournisseurs d'électricité qui nous utilisent. Ils nous utilisent et dans leur, division trading, parce qu'eux se retrouvent à acheter sur les marchés de gros de l'électricité et donc ils peuvent utiliser nos prédictions de prix pour savoir un peu quel est leur positionnement. Ils nous utilisent aussi dans leur application. Tu as pas mal de revendeurs d'électricité qui, au final, ont une appli que tu peux utiliser et dedans, ils veulent, montrer les prédictions de prix, mais aussi ils veulent pouvoir montrer, l'empreinte carbone du réseau, enfin donner cette vue d'ensemble en fait qu'on permet d'avoir. Donc on fait plusieurs choses sur la prédiction. On fait des prédictions de prix, de ce qu'on appelle le marché, day ahead. Donc en fait, tu as un marché tu as plein de marchés de l'électricité. Tu as des marchés qui sont, des marchés de futures où tu achètes de l'électricité 1 an en avance. Tu as un marché où, le prix de l'électricité, il est fixé pour les prochaines 24 heures ou pour la prochaine journée, pour être plus précis. C'est un marché qu'on prédit, donc on le prédit, quelques jours en avance et ensuite tu as d'autres marchés qui sont, beaucoup plus proches de la livraison de l'électricité, donc des marchés où l'électricité, le prix de l'électricité va varier, 1/2 heure avant, un quart d'heure avant, quelques minutes avant et ça, c'est des marchés, on a l'ambition d'y aller et on commence à récolter cette donnée. Tu peux pas encore l'avoir sur Electricity Maps, mais j'ai l'ambition que cette année, on commence à pouvoir voir sur l'application Electricity Maps, vraiment un prix d'électricité beaucoup plus détaillé et dynamique parce qu'on va montrer ces prix un peu court terme. Et puis Et j'imagine que la du coup, tu as un truc, à celui qui a la meilleure prévision, remporte le marché quoi, entre guillemets. Enfin, si tu exactement. arrives à prouver que tu es au plus proche de la réalité, tout le monde va vouloir, bosser avec toi, quoi. Ouais, exactement, donc on fait partie de certaines compétitions aussi fermées où on peut un peu jauger nos prédictions par Ouais. rapport à d'autres, donc c'est super intéressant, c'est très compétitif et c'est pour ça que je pense qu'on a quelque chose d'intéressant chez Electricity Maps parce qu'en fait on a tellement de données et on a passé tellement de temps à nettoyer ces données parce qu'on en a pas tellement parlé et ça paraît un peu simple de dire, bah, on prend les données, on les visualise et puis voilà, c'est fait. Mais, ça fait quasiment 10 ans qu'on fait ça et même encore maintenant, on a plein de cas où, les données qui nous arrivent, en fait, il faut les interpréter, elles sont fausses. On nous dit qu'il y a 10 mégawatts d'éolien qui est produit, mais en fait, c'est complètement faux. Donc tout ça, il faut nettoyer de manière, automatique le plus que possible et en fait, quand tu as une base de données quasi mondiale, mise à jour en temps réel, de toute cette donnée très granulaire avec tous les imports et les exports, bah, ça fait qu'en termes de prédiction, on peut se baser sur les informations qui sont quand même relativement intéressantes que tout le monde n'a pas fait l'effort de les nettoyer de la même façon que nous. Est-ce que vous aviez prédit, le blackout, en Espagne? Non, pas du tout. Alors là, on n'est pas du tout là-dessus. Ça ça aurait C'est été l'argument, super massif difficile. de dire: Ah ouais, non, «OK, ça aurait n» été ah non, non, non. Non, si on avait pu faire ça, la boîte serait à un autre niveau de maturité, j'ai envie de dire. Mais, puis je veux dire, ça a quand même pris longtemps avant qu'on puisse comprendre les sources de ce blackout et puis on se rend compte aussi que ça a été, c'est pas juste une chose, ça a été un concours de circonstances avec énormément de choses donc c'est, c'est pas facile de faire ça et je pense de toute façon notre positionnement, il est pas forcément de pouvoir dire: «On va réussir à tout prédire, partout». Parce qu'en fait, tu as des experts du système espagnol, par exemple, qui le comprennent, mais alors, je veux dire même si on avait tout l'argent du monde, ils le comprendraient mieux que nous. Par contre, Mmh. nous, ce qu'on arrive à faire, c'est à te donner une API où tu as accès à toutes les prédictions de tous les prix sur, au moins le système européen. Maintenant, on est en train de travailler sur le système, américain où on commencera à prédire, ce qu'on appelle les LMP, les Locational Marginal Price. Donc, ça veut dire il y a un autre système aux États-Unis qui fonctionne différemment et pour l'instant, bah, tu as pas d'API qui te permet et de récupérer, des prédictions de prix aux États-Unis et en Europe et ça, par contre, si jamais tu fabriques des voitures électriques qui ont possibilité de charger partout dans le monde, bah, tu as besoin d'une API globale au lieu d'intégrer avec chaque pays. OK et est-ce que c'est 100 mathématique, le choix de l'énergie ou tu vois, est-ce qu'il y a vraiment une logique qui est purement mathématique en fonction de la météo, en fonction de l'import-export, ainsi de suite? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a juste de l'humain, un mec qui dit: «Bon, là, on active ça, pour des raisons, X ou Y», mais est-ce que des fois, il y a juste un sujet, j'allais dire un mec qui appuie sur un bouton, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais
Si, si, tu as ça donc un exemple, par exemple en fait, donc faut comprendre que sur le système électrique, tu as, une séquence de décisions, qui suit en fait, la temporalité. Donc ça veut dire que 1 an à l'avance, tu as des marchés financiers qui vont créer qui vont se mettre d'accord sur les transactions avec des approvisionnements d'électricité. Mais quand tu et plus tu te rapproches du moment, du temps réel, plus tu as des décisions différentes qui sont prises. Mais quand tu regardes vraiment les décisions qui sont prises, juste au dernier moment, en général, c'est l'opérateur de gestion du système électrique qui va les prendre. En France, c'est un RTE, qui va décider à la dernière minute: «Mais tu sais quoi? Je vais devoir déconnecter tel système, telle centrale, bon, au final, elle va pas être connectée au système parce que sinon j'ai un problème, je vais avoir un blackout» et cetera. Et donc là, pour le coup, tu as de l'humain. Alors, tu as de l'algorithme, mais tu as aussi de l'humain. Et donc, tu as une sorte de mixture des deux absolument à tout moment. Et même sur les marchés de prix type Day Ahead, là aussi, tu as une forte composante humaine, pardon, parce que tu as des experts qui comprennent mieux le système que n'importe quel système de machine learning a pu comprendre. Et à un moment donné, le système est tellement dynamique, il évolue tellement que les algos qui apprennent sur des données passées peuvent pas forcément, même tu vois, dans l'ère du chat GPT et cetera, l'expertise humaine, pour l'instant, on est très, très loin de pouvoir la remplacer. OK, OK, bon, c'est canon, ça marche. C'est quoi les prochaines étapes chez vous? C'est quoi, ce qu'on peut vous souhaiter, pour 2026 là, sur l'année qui suit? Ouais, bah, la grosse étape, c'est que Electricity Maps, en fait, a commencé comme une plateforme de données carbone et maintenant on est en train de s'étendre parce qu'on rend compte aussi que si on veut décarboner le système, il faut, donner plus que du carbone. Il faut pouvoir donner une Mmh. opportunité aux acteurs de réduire leurs coûts, par exemple. Et donc, il y a plein de choses qu'on est en train de vouloir faire sur Electricity Maps qui nous positionnent sur comme cette plateforme de données, électricité et pas que carbone. Par exemple, la maintenance des centrales, c'est quelque chose qu'on a envie de mettre sur Electricity Maps assez rapidement. Il va y avoir les prix de l'électricité. Donc petit à petit, on se diversifie comme ça et donc on espère que Electricity Maps sera pas juste une carte, verte ou marron pour montrer en fait l'empreinte carbone, Mmh. mais pourra te montrer beaucoup plus de choses que ça et ça, c'est un vrai challenge, pour nous et j'espère que cette année, ce sera l'année où on aura réussi à faire de s'étendre en fait et de changer un peu de positionnement. OK, canon. Les maintenances des centrales, c'est quoi? Enfin, d'un point de vue business, ça peut intéresser du monde de savoir ça ou c'est, le ça Ouais, je co complètement, hein. Ouais, OK. ouais, non, alors ce qui se passe, c'est que, par exemple, à un moment donné, tu te rappelles-toi, en France, à un moment donné, on avait les problèmes, sur les centrales nucléaires qui fait qu'on avait une partie du parc nucléaire qui fonctionnait de manière réduite. Bon, bah, ça, c'est des données qui sont pas forcément, facilement accessibles et facilement, ouais, donc facilement accessibles. Et donc avoir une cartographie de ça, nous, ça nous permet de 1 de faire des meilleures prédictions, parce que si on sait qu'il y a Ouais. la moitié du parc nucléaire qui fonctionne pas, ça sert à rien de prédire qu'il va fonctionner à 100. Et l'autre partie, c'est, qu'il y a tout un tas d'acteurs, des traders et cetera, qui ont besoin de cette information pour pouvoir, ajuster leur génération, d'électricité en conséquence et les revendeurs d'électricité aussi. Donc en fait, il y a tout un tas d'acteurs qui sont très intéressés par ça. On commence à voir, là, j'ai vu, une info qui avait l'air de dire que IKEA allait se lancer sur de la fourniture d'électricité en Allemagne avec un prix, variable, pour les entreprises, je crois. Mais je suis tombé là, aussi en France sur un petit fournisseur qui s'est créé il y a pas très longtemps, j'ai plus le nom, mais Ouais. qui propose un prix variable aussi pour les particuliers. Ça, c'est des choses aussi qu'on voit arriver et qui vont être de plus en plus présents. Enfin, comment tu ressens Bah, c'est une ça? tendance en fait qui est très intéressante et qui va s'accentuer tout simplement parce que si jamais en tant qu'acteur, que ce soit un acteur personnel, donc toi et moi, ou en tant qu'entreprise, si tu as un peu de flexibilité, cette flexibilité peut vraiment être valorisée. Donc par exemple, si jamais tu es une entreprise qui loue des systèmes de transport basés sur l'électricité, donc des voitures électriques, des camions électriques, etc., qui passent leur journée dans un entrepôt à charger, en fait, tu as de la flexibilité. Si tu as un contrat d'approvisionnement d'électricité à prix fixe, je veux dire, le revendeur d'électricité, lui, il achète de l'électricité à un prix variable. Donc si tu la Mmh. revends à prix fixe, c'est que en fait, il fonctionne un peu comme une compagnie d'assurance au final. Il va te garantir un prix fixe, mais du coup, il est obligé de marger dessus pour faire en sorte que, bah, il s'y retrouve dans l'affaire, alors même si les prix, ils explosent à un moment donné. Donc si toi, tu as la flexibilité, tu peux dire: «Bon, bah, écoute, je vais plutôt acheter l'électricité, qui ressemble au prix du marché de gros» et donc tu peux avoir de l'électricité au moins cher. Donc tous les acteurs qui sont flexibles ont plutôt intérêt en général à passer sur des contrats, variables et plus, de manière générale, on a de l'éolien et du solaire qui arrivent sur le système, bah, plus les prix de l'électricité vont varier et plus, en fait, tu peux économiser de l'argent quand tu consommes au moment où c'est pas cher.
Donc, Ouais. faut quand même se rappeler, on a des prix négatifs des fois sur l'électricité, sur les marchés de gros. Ouais, Donc on donc te paye pour utiliser l'électricité, ce qui est je veux dire, ça montre bien que, on n'a pas encore un niveau de flexibilité sur le système électrique qui est tel que, toute l'électricité au moment où on en a trop parce que l'éolien il souffle, il produit beaucoup, on puisse l'absorber. Donc il y a des vraies plus-values à se faire si jamais tu es flexible. donc tu peux imaginer, je sais pas si ça existe déjà, mais tu peux imaginer une usine qui serait payée à consommer de l'électricité et à produire quoi, globalement? À certains moments Oui, évidemment. exactement, exactement. Alors, pour l'instant, on est quand même sur des cas de niche où au final, c'est plutôt, les systèmes de génération qui vont être coupés, en fait, Mmh. au moment où le prix est négatif. Parce qu'en fait, il faut payer une éolienne pour se déconnecter du système, pour qu'elle arrête de donner son surplus d'électricité et c'est pour ça que tu as un prix négatif. Mais oui, effectivement, tu as aussi des usines qui sont, dans des cas super extrêmes, payées, en fait, pour, ne plus fonctionner et donc ça, c'est des choses qui, en termes de dynamique, vont arriver de plus en plus ou en tout cas où, la valeur à être flexible va augmenter, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça et j'imagine en termes de gestion ensuite de boîte, gestion industrielle d'avoir une variabilité de la prod en fonction du prix de l'électricité, ça va demander aussi, pas mal de changements, managérial, enfin de dire: «OK, cet après-midi on bosse pas, par contre ce soir, 18:00-22:00, ou c'est d'ailleurs plutôt l'inverse, j'en sais rien mais Ouais. Bah, dit différemment, il faut on va parce que en fait, la contrainte actuellement de dire, il y a des équipes qui vont venir ou pas à l'usine et cetera, elle est tellement grande et le coût, il est tellement grand qu'en pratique, ça n'arrive pas si souvent que ça. Enfin, faut vrai mais disons qu'il y a un moment donné où si jamais la variabilité est telle, que, ce genre de choses pourrait être envisageable. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire avant ça. Un exemple typique, c'est, sur tous les systèmes de chauffage, tu as une certaine inertie en général mmh, quand tu dois chauffer, même d'un point de vue industriel, quand tu dois chauffer de l'eau et cetera, tu peux t'arrêter de la chauffer pendant quelques minutes et la température va pas baisser immédiatement. Donc tu as déjà de la flexibilité au pas de temps des minutes. Donc est-ce que tu peux avoir de la flexibilité au pas de temps d'heures et cetera? La question se pose. ouais, canon. Bon, trop bien, merci, Olivier, j'ai appris plein de trucs, donc j'aime bien quand on fait Top. des podcasts où on apprend des choses, plein de bonnes choses pour la suite, on te suit où, où c'est qu'on suit l'actu, ton actu et l'actu de ta boîte, sur LinkedIn, sur différents réseaux? Je sais pas où c'est qu'on te Ouais, retrouve? majoritairement sur, LinkedIn et sur notre site web, on a une newsletter aussi, vous pouvez vous abonner, si jamais vous voulez suivre un petit peu ce qui se passe sur Electricity Maps. OK, canon et bah, plein de bonnes choses, bon courage pour la suite et puis, au plaisir de suivre, tes actus. Merci beaucoup Olivier. Ouais, merci. Salut, à plus, ciao. Ciao. Magnifique, vous êtes arrivé au bout du podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous, mettez un like, ça nous aide beaucoup. Merci et à bientôt.